Bonjour monsieur, dit Rias à l'homme à la barbe blanche. Bonjour mon enfant, répondit l'homme avec une voix à la fois bienveillante et triste. Pourquoi vous êtes triste, monsieur ? Je suis triste parce que de là d'où je viens, ce n'est pas vraiment la joie et la bonne humeur. C'est même moche, terrible, horrible. Vous venez d'où, monsieur ? Je viens du fond de la Méditerranée, mon enfant. L'homme à la barbe blanche avait dit cette dernière phrase avant de disparaître soudainement, remplacé par une énorme vague. Mohamed Nour va aborder des sujets qui peuvent heurter la sensibilité de certains et certaines. Je vous invite donc à vous rapporter à la description de l'épisode pour en savoir plus. Je suis à Orly. On descend de l'avion, on récupère nos valises, et puis 2 dames de frontière d'asile nous attendent. On monte en voiture et puis on est emmené à Créteil, dans le camp où ils accueillent les premiers arrivants. On nous accorde une chambre. Il y a beaucoup de gens de toutes les nationalités. Je me sens pas très à l'aise. On se sent tous pas très à l'aise et puis on comprend pas pourquoi on a une chambre et on était censé arriver et avoir notre appartement, mais il était tard. Donc on nous met dans cette pièce où il y a un lit, et puis on avait une autre pièce pour les enfants avec un lit également et rien d'autre. On nous donne une demi-baguette chacun avec du jambon d'Inde et puis un bout de fromage. Donc on se dit qu'on allait commencer par le fromage parce que le sandwich n'était pas bon. On ouvre le fromage et c'était du camembert. Donc mon père a dit mais c'est périmé, on va pas manger ça. Donc on le jette à la poubelle. Et il descend à la réception, il lui dit mais madame, vous nous avez donné du fromage pourri. Elle dit mais non, c'est du fromage qui se mange. Il dit non, je vous assure qu'il y avait des petits points verts et ça sentait fort. Il dit mais monsieur, c'est du camembert. Et je ne comprenais pas pourquoi les Français mangeaient du fromage pourri. Donc c'était assez marrant de commencer par ça. Donc mon papa sort et va nous acheter vraiment des petits trucs à grignoter, des chips et tout. Il nous dit bon, on va faire avec ce soir. On dort, tant bien que mal, tous ensemble. Et puis le lendemain, on se réveille et il fallait descendre à la cantine du bâtiment pour manger. Et pour la première fois, ils nous servent du chocolat chaud dans un bol. Et on se regarde en mode, mais on va pas boire dans un bol. Enfin, on boit dans une tasse et un bol, c'est avec une cuillère. On dit, mais si, on boit avec un bol. Du coup, on se regarde et on se marre. Qu'on va pas boire avec un bol, c'est ridicule. Et on voit tout le monde faire ça. Je dis, bon, on va boire dans un bol. Et puis, voilà, ça se passe. Et puis, autour de nous, c'est bizarre parce qu'on comprend pas les langues. Tout le monde crie, il y a plein d'enfants partout. Et bon, bien évidemment, venant moi étant né dans une villa, avoir vécu vraiment dans un cadre où, il y avait, même si on a toujours refusé les privilèges, etc., et que on était de la classe moyenne, mais on vivait comme dans un cadre assez chic. Donc pour moi, me mélanger avec plein de gens, c'était un peu compliqué au départ, et puis c'est un peu marrant de le dire, mais c'est pour la première fois de ma vie que je voyais des noirs. Donc ça me perturbait aussi en tant que petit de voir des couleurs de peau différentes et plein de langues différentes. Et je te demande, et juste voir notre chambre toute petite, voir que c'est sale, que ça sent de partout, que ça crie de partout, puisque c'était pas entretenu il y avait pas de nettoyage régulier, il fallait se débrouiller. Mais même avoir des toilettes communes, des douches communes, mais c'était inconcevable. Et du coup, je me rappelle m'être assis et avoir dit à mon papa, si c'est comme ça, moi je vais retourner en Syrie. C'était pas, c'était un peu un choc dans la mesure où on s'attendait à ce que, après avoir quand même fui une guerre, après avoir demandé l'asile, à ce qu'on soit accueilli dignement, que tout le monde soit accueilli dignement et voir tellement d'autres personnes ayant également fui des conflits ou des situations compliquées, être traités comme ça et être mis tous ensemble comme si c'était un zoo. Là, c'était compliqué et je me suis dit, mais c'est comme ça qu'on va être accueilli en France. Et bon, bien évidemment, quand on est enfant, on se rend pas compte, on sait pas, on a une impression directe et du coup, on s'énerve directement. Puis le lendemain, on vient nous chercher en voiture. Et puis là, ce sont des dames et un monsieur bien habillés qui nous font rigoler sur le chemin. Voilà, on roule, on passe par Paris. Je vois pas encore la Tour Eiffel. On passe vraiment dans la banlieue parisienne. Moi, je dis à papa, mais c'est pas Paris, ça. Il me dit, si, c'est Paris. Je dis, mais non, regarde, c'est moche dehors. Il n'y a pas la Tour Eiffel, il n'y a pas les beaux bâtiments. Du coup, il me dit, mais c'est Paris ici? Je dis, oui, c'est Paris. Je dis, mais c'est moche quand même, hein. Et du coup, on arrive à Palaiseau, dans la banlieue sud de Paris, dans l'Essonne.
dans un quartier résidentiel totalement français. On est installé dans un bel appartement, les voisins viennent nous voir, nous souhaiter la bienvenue, et puis on s'installe. Euh, Enfin voilà, on commence à sociabiliser un peu. En fait, notre manière de sociabiliser, c'est que on fait un repas et on le partage avec tout le monde. Donc en fait, parce que chez nous, ce qu'on faisait, c'est que surtout pendant le ramadan, mais lorsqu'on faisait un grand repas pour la famille, on faisait plein d'assiettes qu'on distribuait aux voisins parce qu'on s'échangeait notre nourriture. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas le faire ici. Et on s'attendait à ce que peut-être qu'il y ait un rejet. Mais la première personne avec qui on a fait ça, le lendemain, elle nous a apporté également une assiette de ce qu'elle a préparé. On a commencé à créer des liens. Ceux qui parlaient anglais, on pouvait communiquer avec eux. Et puis les autres, c'était sur Google Traduction, qu'on parlait sur un téléphone. Et c'était incroyable de voir que, pas nous, on était étrangers, mais on l'est plus. Et on communique par plusieurs moyens. Et je me rappelle que là, j'ai commencé également à m'approcher d'une fille pour la première fois de ma vie, donc qui habitait 2 étages en dessous, qui montait chez nous pour m'apprendre le français, etc. Et puis on commençait à se rapprocher. Moi, j'étais un enfant, enfin, là, c'est le début de l'adolescence. Enfin, on sait pas, enfin, c'est un peu nouveau pour moi d'être avec une fille aussi proche, alors qu'en fait, en Syrie, on était quand même un peu séparés, à part mes cousines, mais c'était mes cousines, quoi. Mais on pouvait pas aller traîner, avoir une amie fille comme ça, publiquement, parler avec elle, rigoler avec elle. Même faire la bise à une fille, enfin, c'était trop, trop nouveau pour moi, à part mes tantes, enfin, je faisais pas. Et petit à petit, enfin voilà, elle a commencé à me prendre un peu le français, et enfin, on s'est embrassé pour la première fois, donc c'est la première fois de ma vie où j'avais une copine. Et c'était assez marrant de devoir la plupart du temps communiquer par Google Traduction. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'elle, elle traduisait et elle m'envoyait les messages en arabe. Et moi, je traduisais, je lui envoyais les messages en français. Et c'était trop marrant. Donc, on avait vraiment des discussions en arabe et en français, mais chacun dans la langue de l'autre. Et c'était trop bien. Et du coup, après, j'ai repris l'école. Donc, je suis entré en classe de PE2A, où j'ai appris le français. Et puis, il y avait plein d'autres nationalités. J'étais le seul Syrien. Et donc, ça me perturbait au départ. Petit à petit, je me suis fait ma bande de potes. Et puis, bizarrement, ce n'est pas avec les Arabes que je m'étais le plus rapproché, mais plutôt avec les Français directement. Enfin, ceux qui parlaient anglais, même les autres, genre, on n'avait pas besoin de se comprendre. On se sentait juste bien ensemble. Et puis, enfin, c'était une classe de PE2A, mais j'avais aussi une classe avec la 5e. Et donc, petit à petit, le français commençait à rentrer. Au départ, j'avais un accent, mais voilà, il a commencé à disparaître. J'ai commencé à parler plus naturellement, plus vite, sans réfléchir, à réfléchir en français, à lire en français. C'était quand même un peu, enfin voilà, on était nouveau dans le pays et puis j'osais pas trop m'aventurer loin. J'avais visité Paris également pour la première fois, j'avais vu la Tour Eiffel, pris ma photo en étant tout petit, j'étais content. Enfin voilà, c'était quand même découvrir la France telle que je l'avais vue dans les films. Et puis arriver dans un collège, il y avait enfin il y avait des casiers et ça c'était mon rêve, avoir une école avec des casiers, avoir mon casier, mon cadenas et genre pouvoir y mettre des choses. J'étais trop content. Et enfin petit à petit, j'ai commencé à m'acclimater, à me sentir bien dans le collège. Puis j'étais le premier, je crois, de la classe de P2A à entrer directement après en classe normale. Donc j'ai intégré une 4e normale. Au départ, c'était compliqué quand même, puisque tout le vocabulaire propre aux disciplines n'était pas acquis. Donc les professeurs m'aidaient un peu plus, ou alors me faisaient faire d'autres exercices. Mais c'était juste au premier trimestre, et le deuxième trimestre, je faisais comme tout le monde, en fait. Bon, même si j'avais encore des fautes d'orthographe, machin, mais ça allait. Et c'est là où on en vient au théâtre, parce que en fait, ma prof d'histoire de la classe de P2A est également prof des 3e. Et dans ce collège, il y a chaque année un projet théâtre lié à l'histoire et un projet, un voyage, etc. Et là, en l'occurrence, c'était sur la migration aux États-Unis en passant par Ellis Island. Et du coup, Ellis Island de Georges Perec. Et quand j'ai appris qu'il y avait du théâtre, du coup, je suis allé voir la prof, je lui ai dit, Madame, j'aimerais bien faire du théâtre. Elle me dit, mais non, c'est pas pour toi, c'est pour les 3e, toi t'es en 4e, donc t'attends l'année prochaine. Du coup, j'étais un peu déçu, mais du coup, le lendemain, j'allais la revoir, je lui ai dit, Madame, juste un petit rôle, ça m'arrange. Elle me dit, bon, écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Je prends un petit rôle, puis un deuxième, puis un troisième, puis finalement, je joue le rôle principal. Je joue Georges Perec dans la pièce qui a été, on a repris Ellis Island, on a fait une pièce.
je monte sur scène et c'était incroyable. Et c'est là où je pense que le français est devenu ma langue. Parce que faire du théâtre en français, c'est vivre la langue. C'est ne vivre que par la langue, surtout, et par les mots. Et c'était incroyable de voir que j'étais dans un groupe, qu'on faisait tout un projet, qu'on s'entraidait, et que mon identité se forgeait également là où j'étais, et que je n'étais plus assimilé à ce Syrien. Parce qu'auparavant, c'était les profs, ah, on a un Syrien dans la classe, un machin. Et là, c'était un élève parmi les autres. Et c'était ce que je recherchais, c'était ce que je voulais dès le départ. C'était qu'on ne me relie pas à quelque chose d'extérieur et d'étrange ou d'exotique, mais à comme les autres. Et on a fait la pièce et c'était incroyable. Et enfin, l'année d'après, du coup, en troisième, j'étais dans la même classe de la prof, et on avait également un projet de théâtre. Pour la pièce Ellis Island, on a eu un prix remis à l'Assemblée nationale et par la Fondation Seligman, qui a été remis par Pierre Jox, un ancien ministre, et puis par Lilian Thuram, ancien champion du monde 98 de football avec l'équipe de France. Et je me rappelle que ma professeure qui parlait à l'Assemblée nationale m'avait dit de venir prendre la parole. J'étais pas prévenu. Prendre la parole, j'ai 14 ans, prendre la parole à l'Assemblée nationale, j'allais bégayer, quoi. Je prends la parole, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai parlé pendant 2 minutes, c'était très long. Enfin, je sentais que je parlais trop, donc en fait, je savais pas quoi dire, et du coup, je me débrouillais. Je retourne m'asseoir, et l'un des premiers moments qui m'a énormément marqué en France, c'est lorsque Lilian Thuram, lorsqu'il a repris la parole ensuite, première chose qu'elle a dit, elle a dit « Il est où Mohamed Nour ?» Je levais la main, il m'a dit « Viens me rejoindre ». Et il m'a fait un gros câlin devant tout le monde, et il m'a dit « Tu peux être fier de toi, et tu vas faire quelque chose de grand ». Et du coup, moi, je me disais « Mais waouh !» Déjà, c'est un footballeur, donc j'étais « Mais fou !» Et en plus, il me dit ça, bon, je comprenais pas pourquoi. Moi, je n'entendais pas ce qu'il disait, j'étais juste content d'être à côté de Lilian Thuram et que tout le monde me regarde. Voilà, j'étais trop fier. Après, je suis retourné m'asseoir, et puis voilà, on sort de l'événement, tout le monde vient me parler, et en fait, quand on est enfant et qu'on s'intéresse à nous, enfin voilà, on prend directement la grosse tête, on commence à faire genre, on s'y connaît, etc. En plus, j'avais mis un caution pour la première fois de ma vie, donc j'étais trop content. Moi, je ressemblais trop à un pingouin, mais ça, c'est un détail. Mais voilà, c'était vraiment, enfin, je me suis dit, mais en fait, je peux faire partie de ce monde, et ce monde, enfin, me veut. Je me sens pas rejeté, je suis impliqué dans des projets, même dans des trucs incroyables. Et c'est là où je me suis dit, mais je suis chez moi, finalement. Et petit à petit, je fais ma troisième et je découvre la Shoah. Et là, c'est un choc. Et je pense que c'est ce choc-là qui m'a permis d'avancer et de reculer. C'est-à-dire qui m'a permis d'avancer, de comprendre des choses et de m'élever intellectuellement et humainement. Mais en même temps, redécouvrir une autre histoire de souffrance comme celle de mon peuple, ça m'a fait me dire que je voulais plus entendre parler de la Syrie. Et j'ai eu une obsession pour la Shoah, c'est-à-dire que je lisais tout ce qui sortait dessus, tous les témoignages. Je me suis fait vraiment 6 mois de cours où je lisais tous les témoignages sur la Shoah, et mon professeur d'histoire m'a dit mais non, il faut te calmer, c'est assez lourd, faut pas lire tout ça d'un coup. Je me dis mais non, moi je veux apprendre, je veux savoir ce que c'est. Comment ça, 6 millions de personnes ont disparu et moi je le sais que maintenant. Comment ça, des personnes ont été gazées et je n'en ai pas entendu parler. Et il me disait oui, mais tu sais, ça s'est passé il y a longtemps, et puis voilà, tu pouvais pas forcément savoir. Mais si je devais savoir, c'est quand même horrible et c'est pas normal. Et je lui dis mais pourquoi les médias n'en parlent plus, pourquoi, je commençais vraiment j'étais choqué du fait que vraiment à un moment donné dans l'histoire, tout un peuple a été exterminé, et je me disais mais en fait inconsciemment je pense que je me disais que ça pouvait arriver chez moi aussi, et c'est pour ça que je me suis autant impliqué. C'est que j'ai senti que c'était également mon histoire, puisque c'était également de l'exil, c'était également de la lutte, c'était quelque chose de très semblable, et je me sentais proche des survivants de la Shoah. Puis on a eu la chance d'assister à un témoignage d'une survivante d'Auschwitz. Et du coup, on a monté une pièce de théâtre, et la pièce de théâtre, c'était d'écrire la biographie d'un des déportés du convoi 77, qui était le dernier convoi à relier Drancy à Auschwitz en 1944. Et on est parti à Berlin, là où il a vécu, et c'est incroyable de repartir sur la trace d'une personne qui avait totalement disparu.
et de réécrire son histoire et juste d'y mettre ma plume, juste quelques mots, c'était incroyable. Et puis surtout, ce qui était incroyable derrière, c'était d'incarner ce personnage dans la pièce de théâtre, devant sa fille, et que après la fin de la pièce, elle est venue, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit « Papa aurait été fier de toi ». Et je me rappelle avoir pleuré, mais vraiment, mais comme un gosse, mais enfin, voilà, c'était un moment incroyable. Et c'est là où, au départ, je voulais devenir médecin depuis tout petit, parce que j'adorais ça. Mais c'est en troisième où je me suis dit, en fait, je veux faire de l'histoire et des sciences sociales. Donc, voilà, ça commence à avancer, je fais ma seconde, tout va très bien. Bon, voilà, j'ai un peu ma période aussi ado, je me fais entraîner par de mauvaises fréquentations au départ. Je commence à plus vraiment à sécher quelques cours, mon papa me recadre. Voilà, c'était un peu compliqué comme période de la seconde. Et puis en première, tout se passe bien. Et puis j'adore les profs, j'adore ma classe. Et puis voilà. Puis j'ai cette manie d'être délégué depuis la cinquième. Parce que, enfin voilà. De toute façon, c'est le seul poste auquel je peux me présenter et pour lequel je peux voter. Donc j'étais content de voter et de faire enfin vraiment participer à quelque chose de démocratique. Donc j'y tenais trop à cœur. Et vraiment, je faisais des discours et tout. Je préparais vraiment à l'avance avant les élections de délégués parce que j'adorais ça. Et du coup, enfin voilà, c'était incroyable de pouvoir représenter des gens et puis communiquer, et puis, enfin voilà, être un créateur de liens. Et petit à petit, je me rends compte que porter une voix, permettre la communication, permettre aux gens de s'entendre, j'aime ça. Même faire des blagues et faire rire les gens, j'aime ça. Et j'aime que des gens puissent sourire et que je puisse contribuer à ce sourire un petit peu. Et en première, du coup, pendant l'été, pour la première fois, je me dis, mais est-ce que je pourrais pas faire ce que j'ai fait pour la Shoah, pour la Syrie, ou est-ce que je pourrais pas faire quelque chose pour redonner le sourire à des Syriens? Et je me dis que je vais essayer d'écrire un petit truc, un petit texte. J'écris quelques pages, puis je mets ça de côté, je me dis non, en fait c'est nul, ça sert à rien. Puis je me dis, mais en vrai, je veux bien écrire encore plus. Donc je reprends le document, je complète. Et du coup, je demande à mon papa de le lire. Je lui dis, regarde, bon, ça va être nul, mais regarde quand même. Et il le lit, il me dit, mais c'est très bien. Je me dis, non, tu te fous de ma gueule. Il me dit, non, non, c'est vraiment bien. Je me dis, ok, je vais l'envoyer à une de mes profs parce que je te crois pas. Donc je l'envoie à mon prof d'histoire. Elle me dit, mais tu sais ce que je décris, c'est vraiment bien. Et je suis en mode, mais non, enfin, moi quand je relis, je vois que c'est nul. Elle me dit, écoute, continue, t'as rien à perdre. Du coup, le temps passe, j'arrête d'écrire parce que je me dis, de toute façon, moi je vois que c'est nul, donc je vais pas continuer. Et puis l'été, donc c'était l'été 2020, j'écris pendant 2 semaines énormément, d'une traite, genre tous les jours. Et je termine le livre. Et je le fais relire à mon papa. Et puis je me dis, enfin je sais pas, j'ai eu juste, comme ça une idée, je me suis dit, je vais essayer de l'envoyer à des maisons d'édition. Je me dis, en vrai j'y perds rien. Donc juste, je le mets en PDF, je l'envoie à plein de maisons d'édition. La semaine d'après, mon papa il monte, j'étais rentré, il monte à l'appartement. Il a 5 enveloppes, il me dit tiens c'est pour toi. Je dis pourquoi c'est pour moi? Il me dit je sais pas, regarde. Il avait pas regardé, il m'a dit regarde. J'ouvre et c'était des contrats avec des maisons d'édition où on me proposait, c'était que des acceptations. Et je vois ça, je me dis mais ce que j'ai fait est nul, comment c'est possible? Et là mon papa, du coup il vient, il me dit mais je t'avais dit que c'était pas nul. Je lui dis mais si, mais regarde, lis-le. Il le lit, il me dit mais c'est vraiment incroyable. Et moi je me dis mais non, je vais pas publier, c'est ridicule, j'ai quoi, j'ai 18 ans, je vais jamais faire ça, ça sert à rien. Et puis je me dis bon, au pire, je tente, on verra ce que ça donne. Donc je signe avec la maison d'édition. Et puis quand le livre arrive, j'étais tellement heureux. Et c'est là où j'ai fait mon premier pas vers un retour à la lutte pour la Syrie. Ce que j'avais mis de côté pendant longtemps, cette illégitimité que j'ai pu ressentir d'être là et pas les autres. Pourquoi moi et pas les autres? Une question que beaucoup se posent, je pense. Cette volonté de se faire encore plus une place, pas parce qu'on doit faire plus, parce qu'on est nouveau ici et que c'est pas forcément chez nous, mais parce que d'autres n'ont pas eu cette chance-là.
c'est me dire pourquoi est-ce que j'ai pu survivre. Pourquoi est-ce que parfois à 100 mètres de moi quelqu'un mourait et moi j'étais en vie. Qu'est-ce que je pourrais faire et de toute façon peu importe ce que je fais, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que j'ai trahi la lutte en partant? Est-ce que c'est lâche de partir? D'autres sont partis au combat, mais je sais que même si moi je suis anti-armes, j'aurais pu au moins rester sur place et militer. Et c'était lourd à porter, c'était sentir un peu... Enfin, commencer à voir la Syrie comme quelque chose de lointain et quelque chose qui me dépasse. Lorsque j'appelais ma grand-mère, je me disais, mais... Enfin, je sentais ce côté de... Chez moi, c'est plus là-bas désormais. Et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible qu'en quelques années, tout soit transformé et... Enfin, ma ville me paraissait étrangère, la Syrie me paraissait étrangère. J'avais ce point de vue de c'est loin, ça se passe tellement loin, mais ça se passe. Et puis, enfin, de temps en temps, on entend parler. Et enfin, c'était vraiment quelque chose, c'était comme un bruit de fond que j'avais dans ma tête. C'était la Syrie et puis le reste, c'était la France et ma vie ici. C'était mes études. Enfin, il y avait eu le bac, donc en terminale. Et en fait, le déclencheur vraiment de ce qui m'a fait comprendre que la lutte syrienne est la mienne, c'est le confinement. Ça m'a rappelé totalement les états de siège. Ça m'a rappelé que tout ne tenait qu'à un fil. Et je me suis dit, mais en fait, je m'en rappelle. C'est en moi, c'est mon identité, que je le veuille ou non, ce sont mes racines. Et quoi que je fasse, ça reviendra. Je pense que ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que j'ai commencé à enlever les chaînes, puis j'ai commencé à entrer à la porte. Et je l'ai refermé d'un coup, après la fin du confinement, quand je suis entré à Henri IV, donc pour les études supérieures. Quand ça parlait de la Syrie, bien évidemment que je répondais, mais c'était un peu, enfin celui qui répondait parce qu'il était syrien et non pas parce qu'il était militant. J'allais à des manifestations pour la Révolution, mais c'était pas, enfin voilà, j'y allais juste pour l'anniversaire de la Révolution, puis je faisais rien à côté. Enfin, j'avais un peu, je savais pas si je devais vraiment, enfin vraiment entrer dans cette, enfin, aller de l'autre côté de cette porte ou pas. Et puis l'été dernier, enfin voilà, je finis ma deuxième année, je fais mon stage, tout se passe bien, et puis la révolution iranienne éclate. Je vois des femmes dire famille, liberté, et ça résonne au moins d'un coup. Je me rappelle toutes ces femmes que j'ai pu voir, qui ont combattu pour la liberté de la Syrie. Je me rappelle de personnalités comme Fadwa Soleiman, qui est décédée ici à Paris d'un cancer, mais qui était une grande militante alaouite syrienne, qui était une actrice syrienne très connue, qui avait choisi l'exil et la lutte pour la liberté de la Syrie. Et je me suis dit, mais personne n'en parle des femmes syriennes. Et cette révolution iranienne, c'est vraiment la suite de ce qui se passait chez nous. Et je me suis dit, mais il y a des peuples qui se soulèvent à nouveau. Et moi, j'ai pu me permettre de rester silencieux sur mon peuple alors que j'aurais pu en parler. Et je me suis dit, mais en fait, la Syrie, c'est pas que la guerre. Et c'est mensonge de dire que c'est que la guerre. Et j'ai manifesté avec les Iraniens. Et c'était incroyable. Juste de revoir une manifestation, de crier à mort le dictateur, de crier fin, vie, liberté. J'ai également participé au festival de Syrienne Effet l'été dernier, où on a fait un festival autour de la Syrie, où je peux me retrouver avec des Syriens pour la première fois qui ne sont pas de ma famille, de reparler en arabe, de refaire des blagues en arabe, enfin voilà, de me retrouver dans un groupe de Syriens tout simplement. C'était juste incroyable de voir le drapeau syrien, de voir la culture syrienne mise en valeur. Et je me suis dit, mais c'est une partie de moi, et même si je l'avais enfouie, je savais qu'elle était là, et j'étais tellement content de la retrouver. Et d'un coup, j'ai senti que, effectivement, quand je suis né, j'étais né pour quelque chose, et que si depuis petit je me posais des questions, c'était pour une raison. Et c'est là où j'ai senti que, ok, plus tard, tu comprendras, le plus tard est arrivé. J'ai compris ce que c'était que la liberté. J'ai compris ce que c'était que la dignité. J'ai compris que c'était important de porter la voix des miens. J'ai compris qu'il fallait que je lutte. Pas simplement pour les Syriens, mais pour les droits humains dans le monde entier. J'ai senti que si je voulais devenir médecin, c'était pas pour soigner juste des blessures physiques. C'est parce que je voulais
Et ça, je l'ai compris avec la Shoah également, que je voulais réparer des injustices, je voulais panser les blessures des gens, leur redonner le sourire, et puis leur dire, vous n'êtes pas seuls. Mon rêve, c'était, enfin, en tout cas, c'est encore, que tous ces enfants à qui on a dit, tu comprendras plus tard, tous ces enfants à qui on a dit, tu n'as plus le droit de faire ça parce que tu représentes quelque chose qui est contre tes oppresseurs, pour tous ces enfants-là, je vais faire ce que je fais et leur dire, vous n'avez pas besoin d'attendre plus tard, vous pouvez comprendre maintenant. Et vous êtes le changement de demain, vous êtes la meilleure arme pour la liberté, pour la dignité, parce que vous êtes notre espoir et puis vous allez vous construire avec ça. Vous êtes nés de ça, vous grandirez dedans et vous porterez des idéaux que nous on aura portés, mais dont on ne verra jamais la porter par la suite. Et c'est là où j'ai pu rejoindre Al-Bayt, le collectif Al-Bayt. C'était une manifestation où c'était une solidarité avec l'Iran, la Syrie, l'Ukraine et l'Afghanistan. Et c'était un peu mon baptême de retour à la Révolution. C'était lorsque je suis monté, j'ai prononcé un discours et puis j'ai chanté l'hymne de la Révolution devant tout le monde. Je frissonnais de partout, je tremblais de partout à l'idée juste de le chanter. Et j'ai compris que c'était moi et que j'étais enfin moi pleinement, avec un drapeau français qui flottait à côté et le drapeau syrien autour de moi. Je me sentais exactement à ma place et j'ai compris qu'il fallait que je continue là-dedans. Donc j'ai continué, j'ai fait le premier événement avec Al-Bayt, j'ai commencé à modérer des discussions, à traduire, à refaire la fête entre Syriens, à danser de la pied, mais juste ça c'était incroyable. Et puis là où ça a pris vraiment un tournant, le tournant que ça a pris aujourd'hui, c'était le tremblement de terre. Lorsque, à nouveau, mon pays était fracassé en deux, mon pays natal était fracassé en deux, était déchiré, était touché. C'était d'entendre la Syrie partout, de voir la Syrie partout et de me dire, mais là, j'ai des armes, j'ai une capacité d'expression, je sais que je peux faire quelque chose, c'est mon devoir et je dois y aller. C'était, malgré tous ceux que j'ai pu perdre, c'était vraiment le moment. Et c'est là où j'ai appelé du coup Mouraoia Al-Bayt et je lui ai dit, je veux faire quelque chose, c'est pas normal, il faut qu'on aide les gens, c'est à nous de le faire, on va pas attendre les ONG, on va pas attendre l'ONU ni la réaction internationale, c'est à nous, c'est notre peuple, ce sont nos gens, on doit le faire. Il me dit oui, bien évidemment qu'on doit le faire et du coup on essaye de mettre quelque chose en place, il commence à prévoir des sorties médiatiques avec France 5 et puis France Culture. Et puis dans la semaine même, j'apprends le décès de ma petite sœur. Dans le tremblement de terre, elle est décédée en Turquie. Et là, cette perte, j'en ai eu des pertes avant, mais là c'était les liens du sang qui ont parlé à un moment et même si ça fait 8 ans et demi que j'ai pas entendu parler d'elle, ni eu de ses nouvelles, je savais même pas à quoi elle ressemblait entre temps. J'ai revu juste sa photo après sa mort et juste là, quand je me suis rendu compte que c'est, quelqu'un de proche mais de loin en même temps, c'est là où j'ai pris conscience que j'en ai fait des sacrifices et que j'ai pas à m'en vouloir d'être là. Je suis vivant, mais peut-être que c'est de la chance et que cette chance, je dois la saisir. Ou peut-être que c'est également le destin, que je devais faire quelque chose de plus et que ma place n'était pas forcément là-bas puisque j'aurais été impuissant et qu'ici je pourrais faire juste, mais même si c'est minime, faire quelque chose pour la Syrie. Et je suis monté sur le plateau de France 5, je suis allé voir France Culture, j'ai commencé à porter une voix que je considérais comme juste. J'ai commencé à leur dire, mais la Syrie, c'est pas que la guerre. J'ai commencé à vouloir rétablir la vérité, juste de voir ces gens qui se disent des spécialistes et qui parlent juste de terrorisme, de guerre, de conflit. Mais où est le peuple là-dedans? Où est l'être humain? Où est la valeur humaine? Et cette valeur humaine, je voulais qu'elle soit au nouveau au centre de tout, parce que c'est l'être humain qui est au centre de tout, au centre de l'univers, qu'on le veuille ou non. Et c'est là où je crois fermement la devise des casques blancs syriens lorsqu'ils disent « qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière ».
Chers lecteurs, chères lectrices, voilà, j'ai été englouti par les vagues, par la lâcheté des hommes, par le silence face au crime de la tyrannie. Je suis mort, mais peu importe, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de sauver les vivants. Je suis mort, mais j'espère que ma mort ne sera pas vaine, qu'elle vous montrera la face cachée de la vérité. J'espère que vous comprenez à présent ce qu'endure le peuple syrien et tous les peuples victimes de la guerre. On parle souvent de guerre civile pour désigner le conflit en Syrie, et on a vite oublié la révolution syrienne. On ne parle plus que de foyers terroristes. Et si l'on demande aujourd'hui à un jeune Européen « Que savez-vous de la Syrie ?», la réponse sera « C'est là où il y a les terroristes, c'est là où il y a la mort ». Je veux que désormais, quand cette question sera posée, la réponse soit « C'est le pays d'un peuple qui lutte pour sa liberté, pour sa dignité et pour l'humanité ». Un peuple qui a affronté et affronte toujours la mort tête haute. Un peuple qui a combattu aussi bien le terrorisme, les salafistes, que celui des Assad et de leurs alliés. J'espère que désormais, après la lecture de ce récit, vous comprenez mieux ce qui s'est passé sur la planète Syrie, ce qu'a enduré et endure encore le peuple syrien, le peuple oublié. Je vous envoie un message de paix du fond de la Méditerranée. Rias. Si tu as aimé cet épisode, on t'invite à t'abonner pour écouter les récits d'autres personnes. Si tu veux suivre les actions de celles et ceux qui continuent de faire vivre la révolution syrienne, on te met des comptes à suivre en barre d'infos. À très bientôt.